toutes. Bienvenue sur cet atelier sur le diastasis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de ce problème qui touche beaucoup de femmes et des hommes aussi. Donc, je suis très contente qu'il y ait des hommes aujourd'hui. Et je vois plein de nouveaux gens là. Vous n'avez pas de macaroni? Je vous laisse faire passer ceux qui n'en ont pas. Servez-vous et... Ah, vous en avez? Qui n'en a pas? Très important, l'atelier. Sans le macaroni, on ne peut pas faire l'atelier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et tous ceux qui sont debout, je vous conseille de vous rapprocher et de venir vous asseoir si vous voulez, parce qu'on va faire des choses assises avec les macaronis. Donc rapprochez-vous et venez vous asseoir. Vous pouvez même venir très très proche. Je ne mords pas. Promis. Super. Est-ce que vous êtes tous bien installés? Parfait. Alors, quelques petites informations sur la rééducation périnéo-abdominale en lien avec le diastasis. Donc déjà, voilà, quelques informations générales. La rééducation abdominale et périnéale doit être délivrée. Déjà, on doit délivrer des informations pendant notre bilan aux patients, surtout à des patientes à la suite de l'accouchement. Il faut leur expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est vraiment très général, mais souvent mal connu aussi des patientes avec qui je vais le faire, avec la sage-femme, avec la kiné. Comment ça se déroule? Est-ce que je fais d'abord ma rééducation du périnée ou est-ce que je fais d'abord ma rééducation abdominale? Plein de questions dans la tête des femmes, donc vraiment n'hésitez pas à leur donner toutes ces informations. On va aussi avoir une belle partie de prévention pendant ce bilan où on va informer les patientes. Donc c'est important de prendre ce rôle-là aussi. Nous, au cabinet, on fait une séance un peu plus longue pour le bilan et on s'en sert, c'est notre seule séance aussi où on fait un dépassement d'honoraires. On a trouvé que c'était l'un des meilleurs moyens de faire un dépassement d'honoraires, on va dire, autorisé, puisque c'est sur une seule séance, donc c'est pas répété. Et on fait un acte de prévention qui n'est donc pas dans la nomenclature. Donc ça fonctionne très bien comme ça. Et enfin, la partie de traitement va suivre vos objectifs thérapeutiques que vous aurez fixés avec votre patiente ou votre patient, parce que ce problème-là peut aussi toucher les hommes. On va bien évidemment adapter les techniques aux déficiences et aux incapacités. Et en général, le bilan, donc la première séance de rééducation périnéale abdominale, elle va débuter entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. Voilà. On va bien essayer de respecter la synergie entre le périnée et les abdos. Je vais beaucoup vous en parler aujourd'hui avec ma petite macaroni et vous allez pouvoir sentir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, un petit point d'attention au niveau du bilan. Il y a quelque chose qui va être très important, c'est de toujours, on est kiné, on touche nos patients, toujours de bien palper cette zone. Est-ce que vous savez, quand vous avez une patiente qui a un diastasis, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme repère pour, justement, si elle a un diastasis, c'est quoi votre repère pour vous dire sa ligne blanche à elle, elle est comment normalement? Vous avez un repère? Comment? Ouais, l'examen morphostatique debout, c'est une chose, mais dans la palpation, est-ce que tu as un endroit de travers de doigts au niveau de la ligne blanche? Pour toi, c'est ta limite et 3 au niveau du nombril. OK. Et si ta patiente, par exemple, elle a un diastasis, est-ce que tu as un endroit dans le corps où tu te dis, je vais pouvoir retrouver ça, j'ai le mot qui m'échappe, mais ça, je le montre, je vous ai donné la réponse. C'est au niveau de l'appendice xiphoïde, en fait. C'est une zone normalement qui est très peu déformable, et du coup, on a la souplesse, voilà, de la peau qu'on devrait avoir chez cette patiente. Donc, vous prenez l'appendice xiphoïde ici, vous touchez cette zone chez votre patient ou votre patiente, et vous enregistrez ce qui se passe et ensuite vous venez palper tout le long de la ligne blanche, y compris au niveau du nombril et jusqu'au pubis. Et s'il y a une zone qui est plus souple et ou plus large,
qu'au niveau de l'appendice xiphoïde, ça peut déjà être une première, une première information sur le diastasis. Mais il y a une deuxième information qui va être très importante, et c'est pour moi la plus importante, c'est comment va réagir ce diastasis lorsqu'on va faire des tests sur la patiente. Est-ce que quelqu'un veut venir sur la table pour que je vous montre ces tests? Je ne mords pas, hein, promis. Personne. Je ne vous montre pas les tests, là. Parce qu'en fait, du coup, vous êtes trop nombreuses. Merci. Alors, en attendant que tu t'installes, vas-y, tu peux t'allonger sur le dos. Je ne me suis pas présentée, j'ai complètement oublié de vous dire. Je suis Mathilde Hélin, je suis kiné à Bordeaux et je fais aussi en parallèle de mon activité de kiné en libéral un doctorat sur la santé de la femme et notamment sur la préparation physique avant l'accouchement. Et d'ailleurs, juste après, c'est quand même un petit peu plus tard, à 16h30, je fais une conférence sur le sport et la grossesse, quelles précautions il faut prendre en pré- et postpartum. Voilà. Alors, du coup, quand on a une patiente, quel test on va pouvoir lui faire pour voir comment réagit sa ligne blanche? Tu as un diastasis? Peut-être. Peut-être qu'elle a un diastasis. Tu as eu des grossesses? 2 grossesses, ok. Donc là, je vais palper du coup au niveau de l'appendice xiphoïde avec 2 doigts, comme ça. J'enregistre la tension que j'ai sous mes doigts. Et ensuite, je vais commencer à descendre au niveau jusqu'au nombril. Et normalement, j'ai ma patiente en sous-vêtements. Là, je mime un petit peu parce que avec ton pantalon, non, c'est bon, tu peux rester habillée. Là, pour moi, il n'y a pas trop de modification de tension. Donc, c'est déjà bon signe. Ensuite, je vais te demander de plier les genoux. Parfait. Et tu vas mettre les bras le long du corps. Donc, premier test que je fais faire à ma patiente, je vais lui demander comme ça juste de venir décoller la tête et les épaules de la table. Et là, je regarde, j'observe juste qu'est-ce qui se passe et tu peux relâcher. D'accord? Vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son ventre reste plat ou est-ce qu'il y a une déformation au niveau de la ligne blanche, c'est-à-dire un bombement, ou est-ce que ça creuse? Si ça bombe ou si ça creuse, ça veut dire qu'il y a une déformation de la ligne blanche et donc ça veut dire qu'il y a un diastasis. Ce test-là, vous pourriez tous le faire tout seul chez vous pour voir si votre abdomen se déforme. Et c'est aussi valable chez les hommes. Chez les hommes qui contractent très fort leur sangle abdominale et on voit une déformation de la ligne blanche, c'est aussi un diastasis. D'accord ? Ça peut être lié à des troubles de la posture, à une prise de poids. Voilà, c'est tout à fait, on peut tout à fait le voir. Deuxième test, tu vas ramener un genou vers toi. Voilà, tout à 90 degrés, pardon. Et pareil pour cette jambe. Donc je fais toujours une jambe après l'autre parce que si je vois que c'est vraiment trop difficile de mettre les 2 jambes en chaise renversée, je ne demande qu'une seule. Et là pareil, je regarde, donc là on le mime, hein, mais je regarde ma patiente en sous-vêtements. Est-ce qu'il y a une déformation de la ligne blanche? D'accord? Et tu relâches. Donc, en général, quand je le fais sur des kinés, ça va parce qu'on a une bonne conscience corporelle et on sait qu'on doit engager notre transverse. Et donc, en général, il n'y a pas de déformation. D'accord? Mais là, a priori, ça va plutôt bien. J'ai pas l'impression, j'ai pas senti, mais j'ai pas vu. Donc, on peut pas le dire à 100%. Donc voilà, ce qui va être très important, c'est dans un premier temps de palper et de regarder la déformation de la ligne blanche. Et donc tout à l'heure, je vous disais, il y a 2 choses qui vont vous faire remarquer qu'il y aurait un diastasis. C'est qu'il y ait une dépression au niveau de votre palpation et une déformation de la ligne blanche. Donc attention, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, il n'y a pas que l'écart qui compte, il y a aussi comment réagit la ligne blanche. Parce que je peux avoir, je vous donne déjà des clés, je peux avoir une patiente qui a plus de 2 doigts d'écart entre ses grands droits, mais qui réagit très bien à ces tests-là. Donc je vais palper, voir si ça se déforme, si j'ai un écart et si ça se déforme. Voilà, ça c'est vraiment les 3 choses à prendre en compte. On va aussi demander à la patiente de respirer.
Juste, tu inspires et tu expires de manière un peu plus ample que la normale. Et je vais regarder, est-ce que quand elle inspire, elle a bien le ventre qui se relâche et qui gonfle, mais sans forcer. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose d'artificiel. Hein. Et quand elle souffle, est-ce que ça se relâche? Ça paraît tout bête comme ça, mais vous allez voir que vous allez avoir des patients qui ont ce qu'on appelle des dysynergies respiratoires, qui inspire comme ça et souffle comme ça. Donc ça, il faudra aussi le retravailler. Et enfin, on va demander à la patiente de venir contracter son périnée en venant juste avec nos doigts, donc là je le fais qu'avec une main, mais normalement je le fais avec mes deux mains, à l'intérieur de l'épiniliaque antéro-supérieur. Là, c'est là qu'on peut le mieux sentir le transverse, sachant que c'est quand même quelque chose qui n'est pas fiable à 100%, d'accord ? Parce qu'on a les obliques internes, les obliques externes par-dessus, donc c'est pas fiable à 100%, mais c'est un test qui vaut quand même le coup d'avoir deux doigts à l'intérieur de l'épiniliaque antéro-supérieur et de demander à la patiente de venir serrer. Waouh, trop bien. Ah ouais, impressionnant. Tu as une très bonne synergie. Tu le sens ? Voilà, parfait. Donc ça, c'est pareil, voir si je lui demande juste de serrer son périnée et je vois si quand elle serre son périnée, elle engage aussi son transverse en même temps. Et dernière chose, tu vas pas le faire parce que je vais avoir besoin de toi après encore un peu sur la table. Je vais faire relever ma patiente, je vais la mettre debout et je vais lui demander de tousser. Parce que quand on tousse, en général, on est plutôt debout. Donc pour faire un test le plus fonctionnel possible, je vais lui demander de tousser debout et regarder si, quand elle tousse, ça fait un... Vous voyez, ça pousse comme ça. C'est pas très bon. Je veux plutôt que... okay, que spontanément, en fait, elle rentre son ventre, que son transverse s'engage automatiquement à la toux. Donc ça, c'est les points d'attention qu'on va avoir. Ouais, si tu veux, tu peux te relever, comme ça tu verras qu'on va avoir au moment du bilan. Alors, ouais, c'est bon, mais si tu veux, je referai appel à toi tout à l'heure. Quelques études sur le sujet. Sur la synergie périnéo-abdominale, déjà, cette étude, elle a mesuré l'activité électrique des muscles, donc du périnée, en réponse à une contraction ciblée des abdominaux et notamment du transverse. Et ils ont remarqué qu'il y avait une meilleure contraction du périnée avec comme référence les exercices de Kegel, donc souffler, serrer le périnée, lorsqu'on demandait un engagement conjoint de la sangle abdominale. Donc, et aussi des adducteurs, c'est abdominaux et adducteurs. Donc ça, c'est juste aussi pour rappeler que le périnée est un muscle qui travaille en synergie avec les fessiers, les adducteurs et les abdominaux. Et que si vous avez des patients qui ont des faiblesses au niveau du périnée, ça peut être une bonne solution pour eux de leur demander des contractions, des co-contractions avec ces muscles-là. Au niveau du diastasis, on a différents types de diastasis. Ça, c'est très important aussi à avoir en tête. Donc, on a une sangle abdominale, on ne voit pas, normale ici. On peut avoir un diastasis ouvert vraiment au niveau du nombril, sachant qu'on a tous plus ou moins un diastasis au niveau du nombril parce qu'on a un arrêt de la continuité de la ligne blanche au niveau du nombril. On peut avoir un diastasis ouvert en bas, donc sous-ombilical. On peut avoir un diastasis ouvert en haut, donc sus-ombilical. Et on peut aussi avoir un diastasis complètement ouvert, donc tout le long de la sangle abdominale. Au niveau des femmes enceintes, ça c'est une étude qui est très intéressante. C'est la seule étude qui a mesuré les diastasis chez la femme enceinte. Il n'y avait personne qui avait pensé à faire ça. Avant, on se disait aussi, une femme enceinte, si elle a plus de 1,5 à 2 cm d'écart entre les deux grands droits, elle a un diastasis. Et en fait, c'était complètement débile parce que c'est justement le corps humain est bien fait et le diastasis est utile pendant la grossesse. Donc, ce qu'ils ont remarqué, pour vous faire vraiment un résumé, c'est qu'en mesurant à 3 endroits, donc 2 cm sous le nombril et 2 et 5 cm au-dessus du nombril, à 4 moments précis, en pré- et en postpartum, qu'un diastasis, on va dire moyen, c'est entre 49 et 79 mm sous le nombril. Donc c'est beaucoup, c'est quasiment 8 cm d'écart. Et que c'est pareil, entre 54 et 86 mm, pardon, je crois que j'ai dit centimètres tout à l'heure,
au-dessus du nombril et 2 cm au-dessus et 5 cm au-dessus, c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez qu'en moyenne, entre 5 et 8 cm d'écart chez la femme enceinte, c'est la normalité. Enfin, c'est la moyenne, en tout cas dans cette cohorte de 84 femmes. Et en postpartum, elles sont un petit peu en dessous et elles sont proches du coup de ce qu'on se dit globalement dans les cabinets. Donc en moyenne entre 1 cm, 1,5 cm et 2,5 cm. Mais encore une fois, et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, il n'y a pas que l'écart qui compte. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc en fait, le but, j'appelle ça le but caché de la rééducation, parce que les femmes, quand elles viennent nous voir en rééducation parce qu'elles ont un diastasis et qu'elles le savent, qu'est-ce qu'elles veulent ? Que ça se rapproche. Elles veulent réduire l'écart entre les deux grands droits. Elles ne veulent pas que ça se voit. Alors pour que ça ne se voit pas, effectivement, la solution peut être de réduire l'écart, mais ça peut être aussi que la ligne blanche joue son rôle de transfert des pressions entre les grands droits. Ça vous parle quand je dis ça ? C'est vraiment, en fait, c'est ça, le rôle premier de la ligne blanche, c'est de pouvoir transmettre les pressions entre les deux grands droits. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, en fait, dans la rééducation, c'est toujours cette préactivation du transverse, que les femmes, ça devienne automatique dans leur tête et dans leur mouvement, d'engager le transverse avant tout mouvement qui pourrait déformer la ligne blanche. Donc, on a ici, là, les deux grands droits et la ligne blanche entre les deux. Quand on demande un crunch à la patiente, si la ligne blanche se déforme, ça veut dire qu'on a eu un mauvais engagement du transverse. Donc le transverse n'a pas mis en tension la ligne blanche, donc la ligne blanche va se déformer. Et c'est là qu'on va voir soit une bosse, soit un creux. Ici, les grands droits sont de nouveau relâchés, la ligne blanche est en tension, le transverse... Quand le transverse va mettre en tension, parce que le transverse s'attache en fait sur l'aponévrose des grands droits, quand il va mettre en tension les grands droits, eh bien, quand les grands droits se contractent, la ligne blanche ne se déforme plus. Et c'est vraiment ça qu'on va rechercher pendant la rééducation. On a une autre étude ici qui est très intéressante, qui a été menée par Diane Lee et Hodge sur la stabilité de l'abdomen et qui montre en fait par échographie le comportement de la ligne blanche ici entre les deux grands droits ici. Donc là on est au repos, contraction des grands droits, donc crunch sans préactivation du transverse, la ligne blanche se déforme et on voit un creux chez cette patiente. Ici, préactivation du transverse et crunch, les grands droits se contractent et la ligne blanche reste droite, donc ne se déforme pas. Donc la préactivation du transverse va jouer vraiment un rôle essentiel dans la restauration de la fonction de la paroi abdominale. Donc comment on va recruter le transverse, comment on va demander à nos patientes de préactiver leur transverse dans leur mouvement? Il y a 3 consignes qui ont été décrites par Hodge au moment du congrès de l'IPPP en 2023. Donc, première consigne, rentrez doucement le bas de votre abdomen pour l'éloigner de votre pantalon. Donc, vous pouvez tester si vous êtes assis en tailleur, par exemple. Vous pouvez commencer à expirer et à chercher à éloigner le nombril de votre pantalon. Donc, faire la taille fine. Ça, c'est la première consigne qui a été démontrée comme efficace. Deuxième consigne, rentrez doucement le bas du ventre pour le rendre le plus plat possible. Pareil, ça va activer le transverse. Troisième consigne, un petit peu plus subtile, vous posez vos doigts un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, à l'intérieur des crêtes iliaques, voire sur les crêtes iliaques, mais il faut un petit peu à l'intérieur pour sentir l'activation du transverse. Et l'idée, c'est chercher à rapprocher doucement vos doigts l'un de l'autre. Et on cherche comme si on voulait rapprocher les doigts l'un de l'autre. Et ça va aussi activer le transverse. Donc, c'est pas mal de tester différentes consignes pour voir qu'est-ce qui va marcher chez les patientes. Et on va pouvoir aussi utiliser la technique de la respiration active. Et c'est là que je trouve que les macaronis sont très utiles et que vous allez pouvoir tester.
Vous allez prendre votre macaroni, vous allez vous asseoir en tailleur et vous allez du coup tester la respiration active. Donc déjà, en restant très très simple, la respiration active, c'est j'inspire par le nez et je souffle contre résistance dans ma résistance, donc dans mon macaroni. Et donc, normalement, là, sans chercher, vous allez avoir une activation de votre transverse. Donc, soit votre nombril va s'éloigner du pantalon, soit votre ventre va devenir tout plat, soit vous allez peut-être aussi sentir un petit peu comme si vous rapprochez vos deux crêtes iliaques l'une de l'autre. Est-ce qu'il y en a qui veulent des macaronis? Où est-ce qu'elles sont? C'est un atelier pratique, hein. C'est important de sentir ce qui se passe dans votre corps. Hein. Qui veut des macaronis? Mais une petite macaroni, c'est... Et alors, en attendant que tout le monde vienne prendre des macaronis, je vais vous donner le deuxième exercice qui devrait engager encore plus votre transverse. On va rajouter une petite chose. C'est que là, déjà, est-ce que vous sentez que ça travaille? Ça travaille. Mais on n'est pas à l'abri qu'une patiente qui a une mauvaise coordination respiratoire, en voulant souffler dans sa macaroni, elle pousse. Hein, ouais, je vois qu'il y a des gens qui disent oui. Je suis tout à fait d'accord, parce que quand on a envie de bien faire, on inspire à fond et on souffle, et là on se retrouve avec cette résistance, et du coup là on peut mal faire l'exercice et pousser au lieu de rentrer. Bernadette de Gasquet, elle appelle ça la respiration à l'envers, comme ça. Alors, pour mettre toutes les chances de notre côté pour bien engager le transverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez. Donc, on a la macaroni dans la bouche. On va inspirer par le nez sans forcer. Vraiment une inspiration, on veut vérifier que vous prenez une inspiration normale. Et ensuite, toujours par le nez, vous expirez ce que vous avez inspiré. Donc, tranquille, on expire. Et là, quand on sent qu'on est arrivé au niveau 0, on souffle dans la macaroni. C'est comme si on cherchait à vider notre réserve expiratoire dans la macaroni, d'accord? Ça vous parle? Et là, on a beaucoup moins de risques que la patiente, elle pousse dans son ventre, donc elle fasse une hyperpression abdominale, parce qu'on a déjà commencé à vider. Et donc, l'air qui nous reste, on est obligé de se servir du transverse. Pour rappel, le transverse, c'est un muscle expiratoire qui va servir à l'expiration forcée, donc qui va s'activer quand on souffle contre résistance, et qui va aussi s'activer quand on est en fin d'expiration. D'accord ? Donc, la respiration active, c'est un des premiers exercices qu'on va pouvoir faire travailler à nos patientes pour engager le transverse. Donc, je vous ai mis des petits exemples. Par exemple, on peut faire travailler la patiente assise, comme vous êtes là, ça peut être assise en tailleur au sol, ça peut être assis sur un ballon. Assis, c'est le plus simple. Ensuite, il va y avoir la position allongée. Pourquoi allongée, c'est plus dur? Alors, effectivement, on est dans le sens de la pesanteur pour l'engagement du transverse, mais à partir du moment où on va rajouter des résistances, vous allez voir après, ça va être plus dur, parce qu'à partir du moment où on ramène les jambes, où on veut décoller la tête, c'est plus dur. Les exercices allongés sont plus durs que les exercices assis. Et en dernier, on a les exercices debout. Et on peut même, à cet exercice très simple que je viens de vous donner là, déconcentrer la patiente, la mettre sur des plans instables, lui demander des doubles tâches, par exemple. Il y a plein d'appareils là sur Reeduca où vous pouvez imaginer des exercices tout en ajoutant cette respiration active. Une fois que ça, c'est déjà maîtrisé, on va pouvoir passer une étape au-dessus. On va pouvoir rajouter des résistances. Et là, on va demander un engagement du transverse et une co-contraction, par exemple, du grand droit. Donc là, toujours pareil, en tailleur, vous êtes très bien. Vous allez poser vos mains sur vos cuisses et vous allez inspirer par le nez, expirer l'air que vous avez inspiré par le nez. Et quand vous soufflez dans la macaroni, vous venez rajouter une résistance sur vos cuisses. Et là, vous allez sentir que vous faites une co-contraction entre votre transverse et vos grands droits. Est-ce que tout le monde sent ça? Est-ce que tout le monde sent que c'est du coup, on est un cran au-dessus et que c'est un peu plus dur? Ok.
Donc on peut faire cet exercice toujours pareil, on peut le faire assis, on peut le faire allongé aussi, du coup, en ramenant les deux jambes vers soi et en faisant une résistance. Donc là, c'est beaucoup plus dur. On peut aussi simplement allonger pour engager les grands droits, demander à la patiente de rétroverser le bassin et de venir déposer doucement, sans faire une hyperpression, ses lombaires dans le sol. C'est aussi une manière de le travailler allongé. Et on peut aussi le travailler debout, tout simplement comme ça. Voilà, là, j'engage mes grands droits. Et ensuite, on peut également demander une co-contraction avec les obliques. Vous pouvez aussi tester en position assise. Il y a deux mouvements très cool à faire. C'est que là, vous allez poser votre main sur votre genou, contre votre genou. Si vous êtes en tailleur, enfin, vous allez le poser d'abord contre votre genou. Toujours pareil, enfin opposé. Ouais, le genou opposé. Par exemple, la main gauche sur le genou droit. Et là, ce qu'on va faire, c'est toujours, on inspire, on expire par le nez, on souffle dans la macaronie, on vient appuyer la main dans le genou, tout jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous en puissiez plus. Il faut que vous expiriez à peu près 5 à 6 secondes. Si vous expirez plus longtemps, ça veut dire que vous n'avez pas assez vidé par le nez avant. Si vous avez déjà vraiment plus d'air et que c'est trop dur, ça veut dire que vous avez trop vidé, vous avez carrément vidé votre réserve expiratoire. D'accord ? Et là, gardez la même main sur le genou. Il y a une deuxième chose qui va venir travailler les obliques, c'est de plutôt tirer le genou. Au lieu de pousser, on tire le genou. On va venir travailler l'oblique interne du même côté quand on tire et l'oblique externe du côté opposé quand on pousse. Ça m'a demandé beaucoup de recherche anatomique. Voilà. Et il y a aussi toujours une question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a le droit de faire de l'hypopressif quand on a un diastasis ? Alors, il y a une étude qui est venue répondre à cette question en 2024, donc très récemment, qui a montré effectivement que quand les exercices hypopressifs sont bien faits, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas uniquement un écartement de la cage thoracique, mais bien un engagement du transverse, et c'est ça en fait à la base l'essence de l'exercice hypopressif, l'IRD, donc en fait en anglais l'IRD c'est la distance interrectie, elle est diminuée après les 2 programmes d'exercice par rapport aux mesures de base. Donc n'hésitez pas à aller lire un peu plus en détail cette étude qui est très intéressante sur les effets des exercices hypopressifs sur le diastasis. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous passer le micro ou venir écouter vos questions. Et pour tous ceux qui sont arrivés en cours, à 16h30, je donne une conférence juste à côté sur le sport et la grossesse, les précautions qu'il faut prendre en pré- et en postpartum. Là-bas. On me fait signe que c'est par là-bas, à l'opposé. Est-ce que vous avez des questions ? On a encore un peu de temps, je pense. C'était très clair alors. Eh ben, merci beaucoup et bon salon à tous.